Mai 1984, durant les célébrations annuelles du Memorial Day. Un cadavre emballé dans un carton est jeté sur les bords d'une rivière. C'est un meurtre, mais les enquêteurs ignorent totalement quand il a eu lieu. La science va toutefois leur permettre de découvrir un détail important sur la dernière nuit de la victime. Cela suffira-t-il à identifier l'assassin? Par une froide et pluvieuse soirée d'hiver, une femme téléphone à la police pour signaler la disparition de son mari. L'homme est un marathonien sorti pour s'entraîner, mais il n'est jamais rentré. Selon l'expertise médico-légale, quel que soit l'endroit où s'est rendu cet homme, il a eu des ennuis. Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de vos enquêtes impossibles. Certaines scènes de crime défient l'imagination. Et en dépit de leur expérience policiers et médecins légistes, se trouvent parfois confrontés à des situations insoutenables. Mais comment parviennent-ils à endiguer leur émotion quand des criminels n'ont plus rien d'humain? Dimanche matin, dans le centre de la Pennsylvanie, un pêcheur se promène sur les rives de la Juniata lorsque son attention est attirée par un gros carton. À l'intérieur, un sac poubelle. En ouvrant le plastique, il a vu des restes humains. Il ne savait pas si c'était un homme, une femme. Il s'agit d'un buste de femme. Le reste est un mystère complet. On ne savait pas comment elle était morte. Les traces laissées dans les broussailles par la chute du carton prouvent que la boîte a été lâchée depuis le bas-côté de la route situé plus haut. Dans sa chute, le carton avait asséché les broussailles, ce qui signifiait qu'il avait été jeté après la formation de rosée. C'était un détail important. Sur le carton, les enquêteurs remarquent un trou et des traces de graisse. Dans cette graisse, des petits morceaux de polystyrène. En sortant le carton du coffre, ils ont dû l'accrocher contre le loquet. C'est de là que vient le trou. Pour empêcher l'identification du corps, le meurtrier lui a découpé la tête, les bras et les jambes. C'est une opération difficile qui demande beaucoup de temps et un endroit tranquille. Ce n'est pas logique. Si quelqu'un réussit à faire disparaître la tête et les membres, il pouvait facilement faire disparaître le reste du corps. Il savait qu'on retrouverait le buste. Sur le corps, on distingue 3 taches de naissance et une cicatrice à l'abdomen, répandue aux États-Unis. L'étude des conditions climatiques lors de la découverte du corps et l'état de développement des œufs et des larves permettent de donner une idée approximative de l'heure du décès. Elle datait d'environ 2 jours avant la découverte du buste. La victime serait donc morte le vendredi dans la nuit ou le samedi tôt dans la matinée. Toutefois, l'autopsie ne permet pas de connaître les causes du décès. En 1894, alors que technique et découverte révolutionnent les méthodes d'investigation, Pierre Mégnin, professeur au Muséum d'histoire naturelle de Paris, publie un traité, La faune des cadavres, dans lequel il répertorie les prédateurs spécifiques qui accompagnent les étapes de la putréfaction. Les entomologistes judiciaires distinguent aujourd'hui 8 escouades d'insectes qui colonisent la dépouille à tour de rôle. Des mouches bleues qui apparaissent dès que la mort survient, aux coléoptères visibles 3 ans après le décès, quand le corps est en phase de réduction squelettique. Lors de l'examen du corps, les pathologistes décèlent la présence de sperme, mais aucune trace de viol. En outre, il est impossible d'identifier l'homme car les tests ADN ne sont pas encore utilisés. Mais avant de trouver un suspect, la police doit d'abord identifier la victime.
On s'est dit qu'on tiendrait l'assassin si on trouvait qui était la fille. La consultation du registre des personnes disparues ne donne rien. Personne ne correspond à la description du buste. 7 mois après sa découverte, le cadavre non identifié est enterré sous une plaque sans nom et vite oublié. Mais 5 mois plus tard, un appel téléphonique remet l'enquête sur les rails. Bonjour, j'aimerais signaler une disparition. Au bout du fil, une femme prévient la police qu'elle est sans nouvelles depuis 1 an de son ex-belle-sœur, Edna Posey. Elle en dresse un portrait détaillé aux enquêteurs. Elle nous a expliqué qu'Edna n'osait pas porter de bikini à cause de ses taches de naissance. Les policiers font rapidement le rapprochement avec le buste inconnu découvert 1 an auparavant. Elle ajoute qu'Edna portait toujours une ceinture avec un signe du zodiaque sur la boucle. Edna Posey, 31 ans, était la mère célibataire d'un enfant de 11 ans, Randy. C'était une habituée des endroits peu fréquentables de Harrisburg, la ville voisine. La plupart des gens la considéraient comme une traînée. Elle multipliait les relations à court terme, avait des problèmes d'alcool et était incapable d'assurer un environnement stable à son fils. Edna n'était pas vraiment la belle-fille idéale. Elle était plutôt dévergondée. Edna aimait les hommes et l'alcool. Elle avait pris l'habitude d'aller dans les bars où elle rencontrait des hommes avec lesquels elle nouait des relations aussi frivoles qu'éphémères. Il lui arrivait également de disparaître pendant des mois entiers sans dire un mot à quiconque. Admettant elle-même ne pas parvenir à gérer sa vie, elle confia la garde de Randy à Donald Ruby, le chef scout de son fils. Donald Ruby s'occupait d'une troupe de boy scouts, composée en grande partie de garçons que la vie n'avait pas gâtés. La plupart n'avaient que leur mère. C'était une troupe pour enfants en difficulté. Randy partit donc vivre chez Donald Ruby et sa femme. Il devint en quelque sorte leur propre fils. À 42 ans, Donald Ruby, machiniste de son état, n'avait pas d'enfant. Si beaucoup saluaient ce qu'il faisait pour les jeunes en difficulté, d'autres, en revanche, doutaient de ses intentions. C'est une question de point de vue. Il les embrassait sur la bouche, des choses comme ça. Personnellement, je ne le fais pas, même avec mes propres enfants. Edna partit s'installer en Virginie, à 250 km de là. Elle y décrocha un poste de technicien dentaire et essaya de reprendre sa vie en main. Une de ses anciennes collègues, qui préfère rester anonyme, témoigne. Elle mettait de l'argent de côté. Un jour, elle a rencontré un jeune soldat en poste en Virginie. Ils sont devenus très proches. Ils prévoyaient de s'installer ensemble et de reprendre Randy. Donald Ruby, le chef scout, s'est attaché à Randy, le petit garçon d'Edna Posey, qu'il considère maintenant comme son fils. Mais si sa mère parvient à mettre de l'ordre dans sa vie, jusqu'alors dissolue, sans doute souhaitera-t-elle le récupérer. La police pense que ce renversement de situation est peut-être à l'origine du drame. Il était clair qu'elle souhaitait reprendre Randy. Selon nous, Donald ne pouvait accepter d'abandonner cet enfant, qu'il considérait comme son propre fils. Donald Ruby avait-il donc un motif pour tuer Edna Posey? Interrogé par la police, Donald déclare qu'Edna est venue leur rendre visite le vendredi soir et qu'elle prévoyait de rester avec eux tout le week-end du Memorial Day. Le lendemain, selon ses dires et ceux de sa femme, ils ont déposé Edna en ville pour aller faire du shopping. On passe te chercher vers 17h, 17h30, ok? Très bien, super, à tout à l'heure.
Lorsqu'ils sont revenus la chercher, Edna n'était pas au rendez-vous. À connaître le style de vie qu'elle menait depuis des années, il n'y avait rien d'étonnant à ce qu'elle ait pu décider de disparaître une fois de plus. Ce que Randy raconte à la police est légèrement différent. Coucou, mon grand. Coucou, maman. D'après lui, il a vu sa mère pour la dernière fois lorsqu'elle est venue lui souhaiter bonne nuit. Je t'aime. Très bien, à demain. Quelques heures plus tard, il entend un grand bruit venant de la chambre où sa mère dort. Il décrit ça comme quelqu'un qui tomberait d'un lit. Le lendemain, lorsqu'il se réveille, sa mère est déjà partie. Si les estimations de l'entomologiste médico-légal sur l'heure du meurtre sont correctes, le bruit qu'a entendu Randy était peut-être celui de sa mère que l'on assassinait. Dans le coffre de la voiture de Donald Ruby, les policiers découvrent le même type de graisse que celui retrouvé sur le carton qui enveloppait le buste d'Edna. En outre, le trou présent sur le carton est de la même forme et de la même taille que le loquet du coffre. Les procureurs sont désormais convaincus que Donald Ruby a tué Edna Posey, et ce, dans la nuit du vendredi au samedi. La mise en examen pour meurtre de Donald Ruby va conduire les policiers à apprendre des faits troublants sur ses relations avec Randy, le fils d'Edna. Nous avons reçu plusieurs témoignages disant que, de retour de camping, il avait touché les parties intimes de Randy en prétextant chercher des tiques. C'était une preuve directe de pédophilie. S'il cherchait vraiment des tiques, alors disons qu'il se concentrait plus sur l'entrejambe et les fesses que les parents ne le font habituellement. Pour les procureurs, c'est la preuve que Donald Ruby a des pulsions pédophiles à l'égard de Randy et qu'il a tué Edna pour l'empêcher de le lui retirer. Bien qu'il s'agisse de preuves indirectes, ils affirment que la graisse et le polystyrène retrouvés sur le carton enveloppant le cadavre prouvent bien la culpabilité de l'accusé. Pour la famille et les amis d'Edna, justice est faite. Comment peut-on faire une chose pareille? Ce n'est pas comme s'il lui avait tiré juste dessus. C'est horrible ce qu'il lui a fait. Horrible. C'est incroyable qu'on puisse faire ça à quelqu'un. Au point où nous en sommes dans le déroulement de cette enquête, nous pourrions penser que l'assassin et le dépeceur d'Edna Posey a été démasqué, arrêté et mis sous les verrous. Donald Ruby avait des instincts pédophiles. Il possédait un mobile pour éliminer celle qu'il considérait comme une rivale. N'oublions pas d'autre part que de la graisse a été retrouvée sur le carton contenant une partie du cadavre. De la graisse semblable à celle prélevée dans le coffre de sa voiture. Mais après 6 ans d'incarcération, le chef scout refuse toujours d'avouer le meurtre. De sa cellule, Donald Ruby clame son innocence. Il affirme que le coupable serait plutôt à chercher parmi le nombre incalculable d'amants peu recommandables qu'Edna fréquentait. Ses avocats demandent un nouveau procès. Ils estiment que rien ne permettait d'affirmer que leur client était pédophile et que la production d'un tel témoignage au procès constituait une grave violation de ses droits. Ils décident également de procéder à une nouvelle expertise médico-légale. Ils font appel pour cela au docteur Neil Haskell, l'un des meilleurs entomologistes médico-légaux du pays. Le docteur Haskell souhaite analyser les œufs et les larves trouvés sur le corps d'Edna Posey. Les mouches pondent des œufs qui se transforment en larves, puis en mouches.
En lisant le rapport du médecin légiste, le docteur Haskell relève une incohérence. En effet, le rapport fait état de la présence d'œufs lors de l'autopsie, mais pas de larves. Il remarque autre chose. Lors de la première autopsie, les œufs furent prélevés en grattant le corps, puis placés dans une boîte à pétri. La boîte à pétri dans laquelle les œufs furent placés contenait donc également de la chair et du sang. Avant d'être analysés, les œufs avaient donc passé 3 jours dans une boîte où ils avaient pu se nourrir de chair et se développer. Je vais éviter de dire que les enquêteurs ont tout foiré. Je vais rester diplomate. Le docteur Haskell analyse les œufs trouvés sur le corps d'Edna Posey. 3 ans ont passé. Ils sont si secs qu'ils sont presque devenus poussière. Il faut les placer dans une solution pour les réhydrater. Selon le docteur Haskell, les œufs n'ont pu rester que peu de temps sur le cadavre. Edna Posey est donc morte très vraisemblablement dans la nuit du samedi au dimanche et non dans celle du vendredi, comme l'avait estimé le premier entomologiste. L'analyse entomologique a prouvé de manière scientifique et incontestable que la mort ne pouvait avoir eu lieu à la date indiquée lors du procès. Les conditions météorologiques indiquent également le dimanche matin. En effet, le pêcheur qui a découvert le carton a bien indiqué qu'il n'y avait pas de rosée ou de condensation dans le sillage laissé par la chute du carton. Le rapport d'autopsie lui-même confirme l'heure de la mort. Le médecin légiste y affirme en effet avoir détecté une certaine mobilité du sperme retrouvé dans le corps d'Edna. Or, dans le corps d'une personne morte, les spermatozoïdes ne peuvent rester mobiles que 24 heures après le décès. Donald Ruby dispose d'un alibi pour toute la journée du samedi et pour la nuit du samedi au dimanche. Après 6 années de prison, on lui accorde un nouveau procès. À la surprise générale, la défense présente une pièce nouvelle et inattendue. Le test ADN du sperme découvert lors de l'autopsie. Ce qu'il dévoile sur la dernière nuit d'Edna Posey fait l'effet d'une bombe. La conclusion du test est que le sperme retrouvé dans le corps provient de 3 hommes différents. Et Donald Ruby n'en fait pas partie. Le rapport du médecin légiste mentionne la mobilité du sperme découvert lors de l'autopsie. Le sperme dans le corps d'une personne morte ne peut rester mobile plus de 24 heures environ. Nous savons désormais qu'elle était au moins avec 3 personnes et qu'ils ont eu des rapports sexuels moins de 24 heures avant que le corps ne soit découvert. Nous nous sommes servis de ce détail pour suggérer qu'Edna, fidèle à elle-même, était partie s'encanailler lorsque Donald l'avait déposée en ville. La ligne de défense de Donald Ruby reste la même qu'au premier procès. Ils ont, lui et sa femme, déposé Edna en ville pour faire du shopping. Cette fois-ci, l'expertise médico-légale confirme sa version des faits. Les avocats de la défense suggèrent que le ou les assassins sont à chercher du côté des inconnus qui ont couché avec elle le samedi soir. C'était clairement ce qu'insinuait la défense. Le meurtrier est l'un des hommes avec qui elle a passé la nuit. Un autre élément médico-légal est apporté par le docteur Haskell. Il constate qu'une mauvaise conservation des preuves entomologiques a faussé la première estimation de l'heure du décès. Il affirme au jury qu'Edna Posey est morte durant la nuit du samedi au dimanche, et non pas le vendredi soir comme on l'avait cru auparavant. La déposition du jeune Randy innocente encore un peu plus Donald Ruby.
Lors du premier procès, Randy avait déclaré avoir entendu dans la nuit du vendredi un grand bruit venant de la chambre de sa mère. 8 ans plus tard, âgé de 21 ans, il ne se rappelle plus de rien. Randy n'avait plus aucun souvenir de ce qu'il avait entendu cette nuit-là. Nous lui avons demandé, mais il ne se souvenait plus. C'était un témoignage à charge de moins. La défense affirme également que le trou découvert dans le carton ayant servi à transporter le corps a pu être fait par n'importe quel véhicule ayant le même type de loquet que celui de Donald Ruby. Il en existe des milliers. Après un procès de 9 jours et 6 heures de délibération, le jury déclare Donald Ruby non coupable. Le verdict est un choc pour la famille et les amis d'Edna. Il n'arrivait pas à y croire. C'était une affaire réglée et d'un seul coup, on remet l'assassin en liberté. Beaucoup de gens dans le quartier étaient très inquiets, surtout ceux qui avaient témoigné contre lui. Il y a des canards le long de la route. On apprend à apprécier les choses quand on en a été privé pendant longtemps. Ne jamais chercher à comprendre un jury. Jamais. Je ne sais pas ce qui leur est passé par la tête. Mais bon, ce sont eux qui décident. Il faut faire avec. Bien qu'officiellement close, l'affaire est loin de l'être tout à fait dans l'esprit des principaux intéressés. Faut-il avoir peur de Monsieur Ruby? Si vous avez des enfants, je serais tenté de dire que oui. Je ne suis pas expert en pédophilie, mais vous savez ce qu'on dit. Chasser le naturel, il revient au galop. J'ai la conviction que Donald Ruby n'a pas tué Edna Posey. Il aurait pu le faire, mais il ne l'a pas fait. Qui l'a tué? Je sais juste que ce n'est pas lui. Donald Ruby a quitté la ville peu de temps après le procès. Personne ne sait où il se trouve actuellement, pas même ses avocats. Il m'a envoyé une lettre l'année de sa sortie. En gros, il me remerciait d'avoir témoigné en sa faveur et m'assurait qu'à l'avenir, il ne ferait plus jamais de mal à une mouche. Le ou les assassins d'Edna Posey sont toujours en liberté. L'expertise entomologique a permis de préciser l'heure du décès et l'analyse ADN a définitivement disculpé Donald Ruby. En 1987, les tests d'identification par l'ADN étaient embryonnaires et les brevets appliqués à la criminologie n'étaient pas encore commercialisés. Aujourd'hui, la recherche de la signature biologique d'un suspect permet de résoudre quantité d'affaires criminelles, car dans 99,9% des cas, à l'exception des jumeaux monozygotes, chaque individu possède un assemblage génétique qui lui est propre. Mieux encore, l'ADN est présent partout dans le corps, dans les fluides et dans les excrétions, comme les cellules de peau. Et outre leur abondance et la diversité de leur provenance, les traces d'ADN ont une longévité bien supérieure à celle des empreintes digitales facilement dégradables et transmises uniquement par quelques centimètres carrés de peau. N'a-t-on pas réalisé des prélèvements sur des momies égyptiennes vieilles de plusieurs milliers d'années? Passé au peigne fin, une scène de crime peut révéler une multitude de détails sur le mode opératoire et l'identité du meurtrier. Dans l'histoire que je vais vous raconter maintenant, excepté sa carte de visite, l'assassin a semé derrière lui plus d'indices qu'il n'en faut pour être démasqué. Au cœur de la Californie du Sud se trouve la petite ville de Valley Center. À environ 1 heure de route de San Diego, c'est une communauté tranquille et paisible entourée de collines et de terres arables. Les environs champêtres ont séduit Jane et Robert Dorotic, mari et femme depuis près de 30 ans. Le couple vit dans un ranch de 7 hectares. Ce ranch s'appelle Charisma Farms. Pour Jane, les chevaux sont toute sa vie. Il était évident que les chevaux la passionnaient. C'était l'une de ses plus grandes passions.
Quant à Bob, il préfère la vie en plein air et le camping. Passionné d'exercice physique, il est marathonien. Ce qu'il adorait par-dessus tout, c'était camper avec sa famille et ses fils en particulier. Il faisait toujours des excursions différentes sur le mont McKinley. Ou alors il partait en randonnée dans le Grand Canyon et passait la nuit là-bas. Le couple a 3 enfants d'âge adulte, 2 fils et une fille, Claire, qui vit encore chez eux. Claire est aussi marathonienne. C'est une cavalière hors pair. Un dimanche soir de février 2000, Jane Dorotic téléphone au shérif pour signaler la disparition de son mari. Elle déclare que Bob est parti courir quelques heures auparavant, mais qu'il n'est jamais rentré à la maison. Quand elle a signalé sa disparition, j'ai tout de suite pensé, même si c'est un coureur, un marathonien, eux aussi ont des crises cardiaques quand ils s'entraînent. Il n'est pas rare que Bob effectue de longs entraînements, mais il n'est jamais parti aussi longtemps. Le shérif et ses adjoints fouillent toute la région en concentrant leurs recherches le long des trajets habituels de Bob. Les recherches se terminent le lendemain matin à 4h30 avec la découverte d'un cadavre. J'ai remarqué quelque chose à gauche dans le fossé. On aurait dit un corps. J'ai arrêté mon véhicule, allumé les phares. Je suis sorti de la voiture et j'ai pu confirmer qu'il s'agissait bien d'un cadavre. Je pouvais voir des traumatismes au niveau de la tête. La victime avait également une corde attachée autour du cou. En regardant le cadavre et les traumatismes, j'ai tout de suite pensé que nous avions affaire à un homicide. Le fait qu'il n'y ait aucune trace de sang à cet endroit indique que Bob a été frappé ailleurs. On a retrouvé des traces de pneus dans la boue, 2 empreintes. On a aussi retrouvé des empreintes de pas inutilisables. Elles ressemblaient à de gros trous dans les feuilles mortes qui se trouvaient par terre. La police retrouve un sillage dans la boue allant de la zone des empreintes de pneus jusqu'au cadavre. Et ils trouvent également un indice prouvant que Bob n'est pas sorti courir ce soir-là. Ses chaussures étaient très propres. Elles n'avaient aucune trace de boue, pas d'éclaboussure, aucune tache. Les informations dont je disposais à ce moment-là mentionnaient qu'il était allé courir la veille. Et ce jour-là avait également été une journée pluvieuse. Un cheveu de Dorotic est retrouvé sur sa poitrine, sous sa chemise, suggérant qu'il a été habillé après sa mort. Un indice supplémentaire confirme qu'une tierce personne l'a habillé. Les lacets de ses chaussures étaient noués vers l'extérieur. Le nœud n'était pas au centre de la chaussure. On aurait dit que quelqu'un lui avait fait ses lacets. Les nœuds étaient tournés vers l'extérieur. Les enquêteurs constatent avec soulagement que le meurtrier de Robert Dorotic a laissé derrière lui une multitude de preuves médico-légales. Le corps, déposé sur le bord de la route, recèle une moisson d'indices. Pour autant, pour confondre l'assassin, la police doit rapidement trouver la scène de crime. La nouvelle du meurtre de Bob Dorotic se répand rapidement à sa famille et ses amis. C'est son fils, Alex, qui prévient le meilleur ami de son père. J'étais assis dans la cuisine avec ma femme, j'ai décroché le téléphone et il m'a dit « Jim, c'est Alex Dorotic. » Je lui ai dit « Alex, ça va ?» Il m'a répondu « Pas très bien, ils viennent de retrouver Bob assassiné. » Je n'arrivais pas à le croire. Les médecins légistes commencent leur enquête en tentant d'identifier le véhicule du lieu du crime. À partir des empreintes dans la boue, ils mesurent la distance entre les roues. Le véhicule est identifié comme étant un pick-up. Ils analysent ensuite des photographies d'empreintes. Vous devez tout d'abord regarder la largeur des traces de pneus. On constate différentes tailles de pneus. Ensuite, il faut regarder les dessins. Chaque fabricant a des dessins de bandes de roulement différents, conçus pour différents types de routes. Le pick-up a 3 modèles de pneus différents. Les empreintes sont comparées aux milliers de pneus sur le marché. J'ai remarqué que les 2 pneus avant étaient de même marque, O.
De Maria identifie le pneu arrière gauche comme étant un Firestone Radial et le pneu arrière côté passager comme un Cooper modèle Discoverer. Lors de l'autopsie, le médecin légiste confirme que le décès de Dorothy est dû à un traumatisme suite à un coup violent à la tête porté avec une sorte de marteau. Il note aussi des marques de strangulation. Dans son estomac, il retrouve les restes non digérés du repas pris par Bob le samedi soir, ce qui signifie qu'il a été tué le samedi. Jane a déclaré que Bob a quitté la maison le dimanche après-midi. Une vérification de leur passé révèle que Bob Dorotic et sa femme s'étaient séparés quelques années auparavant, mais s'étaient récemment réconciliés. Bob était souvent en désaccord avec sa femme et sa fille sur le coût de la gestion du ranch. Jane et Claire souhaitaient investir plus d'argent dans le ranch pour l'agrandir. Il y a aussi la possibilité d'un employé mécontent. Le contremaître du ranch, Lionel Morales, est depuis longtemps du côté de Claire Dorotic dans le débat sur l'agrandissement du ranch. On sentait que nous devions poursuivre notre enquête et l'interroger pour savoir à quelle heure, à quel moment il se trouvait là et ce qu'il faisait quand il était là-bas. Lionel Morales, Claire et Jane Dorotic nient toute implication dans le meurtre de Bob. Lionel et Claire ont chacun un alibi. Jane déclare être restée à la maison toute la journée pour s'occuper des chevaux. Elle coopère avec la police en les autorisant à fouiller sa maison. En fait, l'inspecteur chargé des homicides m'a prise à part avant d'entrer et m'a dit « Bon, Caroline, il s'agit d'une fouille autorisée par la suspecte. Tout ce qu'on recherche, ce sont des traces de sang évidentes et manifestes. Ne va pas fouiller partout, n'ouvre pas les tiroirs, ne fais rien de particulier. Sois aussi discrète que possible. » Dehors, le sol était boueux et les chaussures étaient interdites dans la maison. Pour être poli, vu qu'il s'agissait d'une fouille autorisée, et c'est la seule fois de ma vie où j'ai fait ça sur un lieu de fouille, j'ai enlevé mes chaussures. Les enquêteurs fouillent la maison et en particulier la chambre principale, mais ne trouvent rien d'extraordinaire. Afin de respecter les usages en vigueur dans la maison, la criminologue Caroline Gannett se déchausse avant d'inspecter les lieux. Ce détail peut paraître anodin. Pourtant, il va s'avérer lourd de conséquences et faire basculer l'enquête. J'ai avancé dans un coin de la chambre et j'ai senti que la moquette était mouillée sous mes pieds. J'ai littéralement sursauté, car je savais exactement ce que c'était. Le sol de la chambre était mouillé, comme si on l'avait récemment nettoyé. Et la moquette avait une teinte légèrement rouge. Ce qui m'a frappé, c'est avec quelle facilité nous aurions pu passer à côté. Si nous n'avions pas retiré nos chaussures, nous n'aurions pas découvert cette zone. Et quand ils regardent de plus près, ils s'aperçoivent qu'ils ne sont pas au bout de leur surprise. On aurait dit qu'il y avait des traces de sang sur l'ensemble de la couette. Il y avait des éclaboussures de sang à la tête de lit. Il y avait des éclaboussures sur le mur, derrière le lit. J'ai demandé à la famille s'il y avait une raison quelconque pour qu'on retrouve du sang dans la chambre principale. La famille, certains membres de la famille ont commencé à parler. La sœur de Jane Dorotic, Bonnie Long, nous a dit que l'un de ses chiens s'était sectionné un ergot et qu'il avait saigné. Ils retrouvent également du sang sur le mur en briques et sur le poêle dans le coin de la chambre. Le sang s'était même infiltré dans la pièce servant de débarras à l'étage inférieur. J'ai regardé les taches sur le mur, sur les briques. Elles étaient toutes identiques. Elles mesuraient toutes environ un demi-millimètre de diamètre. Elles s'étaient répandues à une vitesse moyenne. C'est généralement ce à quoi je m'attends quand il s'agit d'une attaque. Les analyses effectuées par Merritt révèlent que les éclaboussures de sang proviennent de la tête de lit, du côté où Bob aurait pu être endormi. La forme des taches sur le mur et sur la table de nuit indiquait leur direction. J'ai pris des bouts de ficelle, puis connaissant la direction du sang, je les ai tendus. Je les ai scotchés contre le mur et j'ai ainsi obtenu une zone de convergence.
Cette zone de convergence révèle aux médecins légistes où se situait la tête de Bob au moment de l'attaque. Merritt découvre également des traces de sang sur le plafond, laissées par du sang projeté d'un objet en mouvement. Il y avait des taches circulaires au plafond, directement au-dessus du lit. C'était la première indication d'une altercation. L'autre indication était les taches directionnelles. Des taches linéaires s'éloignant de l'endroit. Il y avait donc du sang au plafond, formant une ligne en direction du mur. Les analyses ADN confirment que le sang retrouvé est celui de Bob Dorotic. En se basant sur l'interprétation des éclaboussures de sang, les enquêteurs pensent que le décès de Dorotic est dû à une importante blessure à la tête. L'attaque n'a pas eu lieu sur cette route. Cette attaque, si l'on tient compte des taches de sang, a eu lieu dans cette chambre. Dans la maison, les enquêteurs découvrent également un morceau de corde noire, correspondant à celle trouvée autour du cou de Bob. J'ai dit à Jane que nous étions convaincus. Cela ne faisait aucun doute. Bob avait été attaqué dans la chambre principale. La famille en a eu le souffle coupé. Mais les enquêteurs ne découvrent aucune trace de sang dans tout le reste de la maison, ce qui signifie que le tueur a descendu le corps et l'a emmené à l'extérieur. La police ne retrouve ni l'arme du crime, ni aucun vêtement ensanglanté au domicile de la victime. Aucun signe d'effraction n'est également remarqué. Un intrus ne prend jamais la peine de nettoyer le lieu de son crime. Je suis chargé de l'application des lois depuis 28 ans. Je n'ai jamais vu ni eu affaire à un intrus qui entre par effraction dans une maison, commet un meurtre et nettoie tout après son passage. La police retrouve le pick-up dans le garage. Il n'y a aucune trace de sang visible à l'œil nu. Les enquêteurs décident de vérifier que le sang n'a pas été nettoyé. Nous avons utilisé le test de fluorescence. On a aspergé l'extérieur et l'intérieur du pick-up. Plusieurs zones sont devenues fluorescentes. Il y avait une zone à l'arrière du pick-up en particulier, une zone assez importante. Ces résultats indiquent que du sang se trouvait là à un moment donné, puis avait été nettoyé. Les tests ADN effectués sur les résidus sanguins retrouvés confirment qu'il s'agit du sang de Bob. Le pneu avant gauche était tourné vers moi et je pouvais voir le dessin du pneu tandis que je m'en approchais. Je savais à quoi il devait ressembler pour correspondre au dessin du pneu retrouvé sur le lieu du crime. Plus je m'avançais et plus il lui ressemblait. On aurait dit le même pneu. J'étais juste devant et j'étais certaine que c'était la même empreinte. Les pneus avant sont de la marque O. Le pneu arrière côté passager est un Cooper modèle Discoverer. Le pneu arrière côté conducteur est un Firestone Radial. Leurs dessins correspondent tous aux empreintes laissées sur le lieu du crime. Le pick-up blanc est immatriculé au nom de Jane Dorotic. Avant de quitter le domicile, les enquêteurs trouvent une dernière preuve. Dans la poubelle, on a retrouvé plusieurs seringues. L'une d'elles était une très grosse seringue, le type de seringue utilisé pour les animaux. La seringue contient une petite quantité d'un puissant tranquillisant pour chevaux appelé acépromazine. Il est aussi connu sous le nom de Mellow Yellow, en rapport avec la chanson des années 60. Il suffit de 3 mg pour endormir un cheval. Les tests de toxicologie ne permettent pas de détecter l'acépromazine dans le sang de Bob. Il a pu en contenir, mais en quantité insuffisante pour être décelé. Une empreinte de sang est retrouvée à l'extérieur de la seringue. Le sang est celui de Bob Dorotic et l'empreinte est celle de Jane. On entend souvent dire que la meilleure preuve qu'on puisse trouver est l'empreinte digitale du suspect dans le sang de la victime. Et là, comment vous expliquez cela? L'affaire a été menée tambour battant. 3 jours seulement après la découverte du corps de Bob Dorotic, sur le bas-côté de la route, je vous le rappelle, la police arrête son épouse et le procureur l'inculpe du meurtre de son mari. Plus d'une demi-douzaine d'indices la désignent coupable.
Honor, I'd like to say that I'm innocent. I loved my husband. I love him still. En mai 2001, Jane Dorotic est jugée pour le meurtre de son mari, Robert. Pour les procureurs, cela ne fait aucun doute. Jane injecte le tranquillisant pour chevaux à son mari pendant qu'il dort dans la nuit du samedi au dimanche. Elle le frappe à la tête alors qu'il est dans leur lit, puis à terre, près du poêle. Quand Jane jette la seringue, elle laisse ses empreintes dans le sang de Bob. Après l'avoir habillé, elle le porte ou le traîne au rez-de-chaussée jusqu'à son pick-up. Lorsqu'elle se débarrasse du corps le long de la route, la seule chose qu'elle ne fait pas, c'est laisser son nom sur le lieu du crime. La propreté des chaussures de Bob prouve qu'il n'est pas allé courir. La position des lacets indique qu'ils ont été noués par une tierce personne. Et le sang sous sa chemise est la preuve qu'il a été habillé après son décès. Et puis, il y a les empreintes de pneus du pick-up. Des amis ont vu Jane en fin d'après-midi ce dimanche-là dans un centre commercial du quartier. Pour les procureurs, c'est l'endroit où elle s'est débarrassée de ses vêtements ensanglantés et de l'arme du crime. Tout ce qu'on a récupéré accusait Jane Dorotic. Il y avait différentes pièces du puzzle et quand vous les mettiez toutes ensemble, tout l'accusait. Le mobile semble être l'argent. Jane souhaitait dépenser beaucoup d'argent pour les chevaux, pour leur entretien, pour le maintien de leurs écuries. La passion de Jane et de Claire pour les chevaux ne le dérangeait pas. Mais ils étaient souvent en désaccord sur la quantité des ressources familiales qu'ils devaient allouer à ce loisir. 2 ans auparavant, alors que le couple est séparé, Jane apprend que selon la loi californienne, elle devra payer une pension alimentaire à Bob s'il divorce, étant donné qu'elle représente la principale source de revenus du couple. Bob m'avait dit qu'elle était très en colère quant au fait de devoir lui payer une pension alimentaire. Ça l'avait rendue livide. Et elle était devenue très menaçante. On a retrouvé des lettres datées du vendredi précédant sa mort. Il cherchait du travail. Peut-être qu'il lui a dit « Ça ne marche pas, je pense que nous devrions divorcer », mais elle ne voulait pas lui payer de pension alimentaire. Lors du procès, les avocats de la défense déclarent que c'est Claire Dorotic, aidée de Lionel Morales, la meurtrière de Bob Dorotic. Ils fournissent une lettre écrite par Claire à son père, d'une grande hostilité suite à des abus présumés. Elle vivait sa vie en essayant de satisfaire son père, et elle avait emmagasiné énormément de haine et de rancune au fil des années. Selon les avocats de la défense, Lionel Morales était compatissant envers Claire. Ils ont sous-entendu qu'étant donné qu'il travaillait pour Claire Dorotic et qu'elle n'aimait pas son père, il aurait tout fait pour elle. Mais la police était satisfaite car ils avaient tous deux de solides alibis. Nous étions sûrs que Claire n'était pas en ville ce week-end-là, et Jane était la seule personne à être chez eux. Jane était la seule suspecte dans nos esprits. Claire Dorotic et Lionel Morales invoquent leur droit au 5e amendement contre l'auto-incrimination et décident de ne pas témoigner. Jane ne fournit aucune explication sur l'empreinte retrouvée dans le sang de son mari sur la seringue contenant le tranquillisant pour chevaux. Après 3 jours de délibération, le jury rend son verdict. J'étais triste, mais malgré tout ravi que justice soit rendue. Pour moi, elle m'a volé un de mes meilleurs amis, à moi et à tous ses autres amis. Et c'est le pire vol que l'on puisse commettre. Jane Dorotic est condamnée à 25 ans de prison.
Il est indéniable que les preuves médico-légales ont joué un rôle incontestable dans la condamnation de Jane Dorotic. L'expertise médico-légale a pu prouver qu'il n'était pas sorti faire un footing, comme elle l'avait déclaré. Les experts ont confirmé que ses chaussures avaient été lacées et qu'il avait été habillé après avoir été roué de coups. Les preuves médico-légales nous ont raconté l'histoire, comme c'est souvent le cas quand vous trouvez un corps dans le cadre d'un homicide. C'est le cadavre lui-même qui vous raconte son histoire. Jane et Robert Dorotic s'étaient séparés 2 ans avant le meurtre. Ils avaient même envisagé de divorcer, mais dans ce cas, Jane, en qualité de gérante du ranch, aurait dû verser une pension alimentaire annuelle de 50 000 $ à son ex-conjoint, somme qui lui aurait interdit de poursuivre ses investissements pour améliorer son élevage de chevaux. Pour absurde qu'il soit, cet argument a motivé le passage à l'acte. Dans le but d'innocenter leur cliente, les avocats de la défense tentèrent en vain d'incriminer Claire, la fille de la victime. Comme elle possédait un solide alibi, ils essayèrent ensuite de faire porter la responsabilité du meurtre sur Lionel Morales, le garçon de ferme, affirmant que des témoins auraient aperçu des hommes de type hispanique rôder à bord d'un pick-up sur la route, non loin de l'endroit où le corps de Bob a été retrouvé. Mais les preuves médico-légales accablaient Jane Dorotic et aucun argument ne put semer le doute raisonnable dans l'esprit du jury. Jane Dorotic fut condamnée à une peine de 25 ans de réclusion. Et ainsi prend fin cette émission. Je vous remercie de nous être fidèles et vous donne rendez-vous bientôt sur cette antenne pour un autre épisode des Enquêtes Impossibles. Un agresseur entre dans une boutique, tire 3 coups de feu et tue la propriétaire. La police a des suspects, mais tous ont un alibi. Les experts médico-légaux parviennent souvent à élucider des crimes même quand le meurtrier se cache dans l'ombre. En Floride, au début des années 90, les touristes représentent une cible de choix pour les malfaiteurs. Des centaines de touristes ont été dévalisés, certains agressés, et 8 d'entre eux ont été tués. Une journaliste en voyage vit une expérience peu banale. Elle est tour à tour reporter, touriste, victime et militante. Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission de votre série Les Enquêtes Impossibles. Romans et films de science-fiction nous ont familiarisés avec la 4e dimension. Aujourd'hui, nous pouvons accepter l'idée que le temps puisse se distordre, s'accélérer ou se figer brutalement. Ces conventions romanesques sont distrayantes. Elles le deviennent beaucoup moins lorsqu'un prédateur en use pour tromper les enquêteurs. Dans cette affaire, comme le dira un inspecteur, il y a des criminels cachés dans l'ombre, mais l'ombre peut également permettre de démasquer un meurtrier. L'automne est une saison magnifique à Spring Grove, en Pennsylvanie. Les photographes paysagistes et les artistes locaux viennent en général ici, à la galerie Grey Fox. La propriétaire, Jennifer Myers, travaille dans l'encadrement. C'était une femme, une mère et une épouse fantastiques. Et une amie très chère à beaucoup de gens. Tenir une boutique n'est pas facile. 1 an plus tôt, le magasin de Jennifer a été dévalisé. On l'a menacé avec une arme. Depuis, son mari Steve passe au magasin tous les après-midi après sa journée de travail à l'usine. D'ordinaire, il ne se passe rien, mais ce n'est pas le cas ce 20 octobre 1997. My wife's been shot. Your wife's been shot? Yeah, at Grey Fox Gallery in Spring Grove. Hurry. Okay, sir, listen to me, okay? Do you know who shot her? No, I don't. Okay, where at on her body is she shot In at? the face. Okay, is she breathing? Sir, is she breathing? No.
À l'arrivée de la police, Jennifer est morte sur le sol derrière son comptoir. Elle a reçu 3 balles. Des personnes travaillant dans les environs ont entendu des bruits secs vers 13 h, mais aucun n'a reconnu le bruit des détonations. Plusieurs témoins ont vu un homme aux longs cheveux noirs quitter en courant le centre commercial aux environs de 13 h. Quelqu'un est entré dans cette boutique avec pour seul but de tuer la propriétaire. Il n'y a eu ni lutte, ni dispute, ni cambriolage qui ait pu déclencher ce crime. Il ne manque pas d'argent, ni dans la caisse, ni dans le sac de Jennifer. Quand une chose pareille se produit, les gens ont l'impression que leur monde a changé. Ils ne se sentent plus en sécurité. Parce que si ce genre de choses peut arriver à Spring Grove, en Pennsylvanie, alors ça peut arriver n'importe où. Cette agression, si risquée à midi dans un endroit très fréquenté, indique à la police que le meurtrier était prêt à tout pour tuer Jennifer Myers. C'était l'œuvre de quelqu'un qui voulait sa mort, qui avait quelque chose contre elle. Et si l'on exclut le vol de la liste des mobiles, alors la première question qu'il faut se poser, c'est qui pouvait vouloir sa mort? Les examens balistiques révèlent que l'arme du crime est un revolver de calibre 38 ou 357. En Pennsylvanie, les armes déclarées sont répertoriées dans une banque de données. C'est comme ça qu'on a appris que Stephen Myers possédait un calibre 357. Steve Myers leur confie son arme pour qu'elle soit examinée par les experts. Mais il ne ressemble pas à l'homme que les témoins ont vu courir plus tôt ce jour-là. Ces témoins ont dit avoir entendu des bruits secs près de la boutique d'encadrement Grey Fox vers 13 h. La police pense qu'il s'agit en fait de coups de feu. À peu près 2 heures plus tard, Steve Myers découvre sur le sol de la boutique sa femme Jennifer tuée par balle. Un autre témoin a vu un homme en jean bleu ciel et chemise de flanelle bleue à carreaux s'enfuir en courant. Nous pensons que le tireur est entré et l'a attaqué brusquement en s'avançant vers elle. Il s'est mis à tirer. La première balle l'a atteinte à l'épaule. La deuxième à l'abdomen. La dernière l'a touché au visage. Les experts en balistique examinent les fragments de balles et ont conclu que l'arme est un revolver de calibre 38 ou 357. Steve, le mari de la victime, possède un 357. En comparant les balles retrouvées sur les lieux à celles tirées en test avec le revolver de Steve, les experts ont conclu qu'elles ne correspondent pas. La police se fait également confirmer que Steve était à son travail au moment du meurtre. Il n'avait pas besoin d'alibi, mais le fait qu'il ait été à son travail venait encore nous confirmer qu'il n'avait absolument rien à voir dans ce crime. Les services de la balistique et de l'identification des armes à feu ont la charge de définir quel type d'arme a été utilisé pour commettre un meurtre ou provoquer des blessures. Alors charger une arme et presser la détente marque les munitions de multiples façons. Le chargeur laisse des éraflures. L'impact du percuteur provoque un creux distinctif dans la protection métallique de l'amorce. L'explosion de la charge de poudre imprime sur la douille toutes les imperfections de la chambre. Puis, le mécanisme d'éjection produit à nouveau des rayures. Pour comparer stries et éraflures de la balle test, tirée dans un réservoir d'eau ou dans une boîte de gelée spéciale, avec celles retrouvées dans le corps de la victime, l'expert emploie un microscope comparatif. La concordance entre les deux balles prouve qu'elles ont été tirées par la même arme. La police a une autre piste prometteuse. Le meurtre a été commis la veille du jour où Jennifer devait témoigner contre Kevin Dowling, 45 ans, qui l'aurait braqué à main armée l'année précédente. Désormais, nous avions peut-être un mobile. Quelqu'un qui voulait la mort de Jennifer pour l'empêcher de témoigner.
Kevin Dowling avait l'occasion de commettre ce crime. Il était en liberté sous caution ce jour-là. Pourtant, quand la police l'interroge, Dowling prétend avoir un alibi. Il pêchait en bateau sur le lac de Muddy Run. Sa femme confirme ses dires. Madame Dowling était très coopérative. Elle croyait sincèrement son mari innocent de ce crime et voulait vraiment nous aider à prouver l'innocence de son mari. Dowling a également une preuve pour étayer son alibi. Il dit avoir filmé sa partie de pêche avec sa caméra vidéo. Sa femme confie la cassette aux policiers. Je voulais aider à prouver son innocence, prouver qu'il n'avait rien fait. Donc j'ai aidé volontiers la police, et la vidéo leur a fait un choc. Je me disais, vous voyez bien qu'il n'a rien fait. Si c'est véritablement une cassette de sa partie de pêche, c'est un alibi en béton. Je voulais m'assurer de l'authenticité de cette preuve afin d'écarter tous les doutes. La police remarque tout d'abord que la date et l'heure de l'enregistrement figurent à l'image. La vidéo montre Dowling qui pêche au milieu du lac de 10h46 à 16h le jour du meurtre de Jennifer Myers. Le lac de Muddy Run se trouve à 45 minutes en voiture de la boutique. Dowling possède aussi les tickets de caisse, d'appât, de nourriture et de location du bateau. Mais il y a quelque chose d'étrange sur la vidéo. Il tente de se filmer en train de pêcher, mais il semble évident qu'il n'a pas vraiment envie d'attraper du poisson. La famille de Kevin Dowling confirme que la vidéo a été tournée le 20 octobre, le jour du meurtre. Quand il est rentré ce soir-là et que nos filles sont arrivées, on a regardé la cassette de sa journée tous ensemble. Sur la vidéo, Kevin parle à ses enfants de son procès imminent pour braquage à main armée. S'il est condamné, il espère qu'ils se conduiront bien pendant qu'il sera en prison. Il racontait presque tout ce qu'il faisait ce jour-là, ce qui en soi me semblait déjà curieux. C'était également étrange qu'il ait gardé ses tickets de caisse. Son alibi semblait vraiment trop parfait. Le mieux est l'ennemi du bien, affirme un dicton populaire. Traduit en d'autres termes dans certaines circonstances, un excès de zèle peut paraître suspect. Car pour quelle raison obscure Kevin Dowling a-t-il pris le soin de se filmer pendant sa partie de pêche? Pourquoi a-t-il déclenché l'horloge électronique de la caméra si la bande vidéo ne constituait qu'un souvenir qu'il voulait faire partager à sa famille? Pourquoi enfin a-t-il conservé précieusement les tickets de caisse de ses achats d'appât et de nourriture ainsi que celui de la location du bateau? Si Dowling avait voulu se fabriquer un alibi, il n'aurait pas procédé autrement. Cette accumulation de détails visant à prouver qu'il se tenait éloigné de la scène de crime met en éveil les policiers. D'autant que l'ensemble des scènes filmées au cours de la journée ne représente sur la bande qu'une durée de 12 minutes. Plusieurs fois dans la vidéo, il parle d'avoir attrapé du poisson. Pourtant, on n'en voit jamais à l'écran. C'était vraiment étrange. S'il en avait pris, il les aurait montrés à la caméra. Quelque chose d'autre interpelle Maori. Kevin Dowling regarde sa montre à de nombreuses reprises. Cela me paraissait bizarre, car quand on part pour une journée de repos à la pêche, on ne se préoccupe pas de l'heure. Par moments, le cadran de sa montre fait face à la caméra. Les enquêteurs agrandissent des plans de la montre. Mais le cadran est trop flou, impossible à lire. Maori demande à des experts du FBI de retravailler les images par ordinateur, mais la bande est de trop mauvaise qualité pour obtenir quoi que ce soit.
Il est pourtant primordial de déterminer l'heure à laquelle ces scènes ont été tournées, car l'heure et la date qui apparaissent à l'écran peuvent être falsifiées. Le soleil se cachait par moments et créait des ombres très visibles. En déterminant exactement la position de ces ombres, est-ce qu'on arriverait à calculer l'heure qu'il était grâce au soleil et à sa position dans le ciel? Les inspecteurs posent la question aux scientifiques de la NASA du centre spatial Goddard de Greenbelt dans le Maryland. La NASA trouve un astrophysicien près de Spring Grove qui peut les aider. Celui qui pouvait nous aider travaillait juste à côté, au Dickinson College, le docteur Robert Boyle. Le docteur Robert Boyle est professeur de physique et d'astronomie. Lorsqu'il voit la vidéo, il n'est pas très optimiste. J'étais vraiment pessimiste, car il était évident qu'il ne s'agirait pas simplement de regarder des ombres et de s'en servir comme cadran solaire. Non, ici la caméra avait été placée sur un bateau en mouvement. Au fur et à mesure que la Terre tourne, la position du Soleil change et crée des ombres différentes. Lorsque l'on se réfère au Soleil pour savoir l'heure, on observe deux choses: la hauteur du Soleil, ou l'altitude, et sa position sur l'horizon, ou l'azimut. Le nord correspond à l'azimut 0, l'est à 90 degrés, le sud à 180 degrés et l'ouest à 270 degrés. Pour que Boyle fasse son analyse, la cassette seule ne lui suffit pas. Il lui faut des informations scientifiques très pointues. Il lui fallait les mesures du bateau, la taille de Kevin Dowling. Il lui fallait également les mesures de la casquette que portait Dowling dans la vidéo. Mais l'information capitale dont le docteur Boyle a surtout besoin, c'est la direction mesurée par une boussole du bateau au moment du tournage. Pour le savoir, la police embarque sur ce même bateau sur le lac et retrouve sa position exacte en s'appuyant sur les images du paysage extraites de la vidéo. Puis, à l'aide d'une boussole, il note la direction. Sur les 8 images que le professeur Boyle nous avait fournies, nous avons pu en reconstituer 7 de façon exacte. Et nos mesures de la direction du bateau étaient exactes à 5 degrés près. Ensuite, avec un mannequin, une ampoule et un rapporteur, le docteur Boyle calcule l'azimut du Soleil grâce aux ombres. Le mannequin représente Dowling et l'ampoule, le Soleil. Le docteur Boyle déplace la lumière pour produire les mêmes ombres que sur la vidéo. Le rapporteur indique la position du Soleil d'après l'angle entre le mannequin et la source de lumière. En fait, j'ai mesuré l'angle entre la direction de la caméra et la direction du Soleil qui était représentée par une ampoule électrique. Le docteur Boyle utilise le logiciel Voyageur 2 qui lui permet de déterminer la position exacte du Soleil le jour du meurtre toutes les 15 minutes. Quand il compare la position du Soleil aux ombres sur la bande vidéo, le docteur Boyle se rend compte que l'heure indiquée à l'écran sur certaines scènes n'est pas la bonne. En fin d'après-midi, l'heure à l'écran était la bonne. Mais il y avait plusieurs moments au milieu de la bande où l'heure indiquée ne correspondait pas avec les données astronomiques. Par exemple, dans cette scène, l'analyse de l'arrière-plan montre que le bateau est face au nord. La vidéo indique 11h24, mais on peut voir que le Soleil se trouve clairement à gauche de Dowling, c'est-à-dire à l'ouest. À 11h24, le Soleil devrait être à l'est. Le docteur Boyle pense que cette scène a été tournée aux environs de 15h. Kevin Dowling avait été alors en mesure de commettre le crime car il n'était pas sur le lac Muddy Run à 13h. Il est aujourd'hui facile à un meurtrier de falsifier une bande vidéo ou de décaler l'horloge électronique incorporée dans une caméra. Mais il est tout aussi facile aux experts de mettre à jour ces supercheries.
Des enquêteurs de Scotland Yard sont parvenus récemment à confondre un assassin en décortiquant une bande vidéo prise durant une rave party au cours de laquelle s'était produit un homicide. Certes, le meurtrier présumé prétendait ne pas s'être trouvé sur les lieux à l'heure du crime, puisqu'il avait filmé tout autre chose, 20 km plus loin. Mais, après analyse, il s'avéra que la bande avait été truquée, l'assassin ayant filmé par inadvertance l'horloge d'une église, et l'heure qu'elle indiquait n'était pas la même que celle incrustée sur la bande vidéo. Quand la police montre à Kevin Dowling les preuves scientifiques de la falsification de l'heure de la vidéo, Dowling avoue. Il n'avoue pas le meurtre de Jennifer Myers, mais la supercherie. Il affirme à présent qu'après avoir pêché quelques heures, il s'est rendu dans un club de striptease et qu'il a falsifié l'heure pour que sa femme ne le sache pas. Inutile de vous expliquer pourquoi cela paraît étrange. Tout d'abord, il pouvait ne pas se filmer. Il aurait pu dire à sa femme « Je n'ai pas eu envie de filmer finalement ». Et évidemment, elle n'aurait jamais rien su. Et la vidéo révèle encore autre chose. Dowling porte des vêtements similaires à ceux de l'homme que les témoins ont vu s'enfuir de la boutique. Je ne voulais pas croire que mon mari, le père de mes enfants, ait pu faire une chose pareille à un être humain. La police retrouve chez lui les vêtements qu'il portait le jour de la partie de pêche. Elle les envoie à A.J. Schwabel, dit Skip, un expert en résidus de poudre de renommée internationale. Quand on tire au pistolet, le percuteur met le feu aux éléments contenus dans le projectile, qui se transforment en gaz. Les gaz se solidifient et deviennent de minuscules particules qui se déposent sur les mains et les vêtements à proximité de la décharge. Pour chercher des résidus de poudre sur les vêtements, Schwabel se sert d'un adhésif pour en retirer les particules. Ces particules sont ensuite placées sous un microscope électronique à balayage qui les agrandit et permet d'effectuer une analyse des éléments présents. Un rayon d'électrons bombarde le prélèvement et les éléments présents émettent des rayons X caractéristiques. Les rayons X caractéristiques sont visibles à l'écran sous la forme de pics, à différents niveaux d'énergie. À chaque niveau, on assigne un élément particulier. Les tests montrent la présence de résidus de poudre sur le côté gauche des vêtements de Dowling, ce qui est révélateur puisque Dowling est gaucher. Sur chaque vêtement, il y avait des résidus de poudre présents en plus ou moins grande quantité. L'accusation pense que Kevin Dowling a soigneusement planifié le meurtre de Jennifer Myers pour l'empêcher de témoigner contre lui au procès. Le jour du meurtre, Dowling part pêcher sur le lac de Muddy Run et se filme avec sa caméra jusqu'à 11h45. Ensuite, il revient à terre, cache le bateau dans les buissons et roule 45 minutes jusqu'en ville. Affublé d'une perruque, Dowling entre dans le magasin de Jennifer vers 13h et fait feu par 3 fois. Le résidu de poudre s'incruste profondément dans ses vêtements, invisible à l'œil nu, mais très reconnaissable pour des experts médico-légaux. Dowling est de retour au lac et dans son bateau aux environs de 14 heures. Il reprogramme sa caméra à l'heure voulue, 11h24, sans se rendre compte qu'il est lui-même un vrai cadran solaire. Sa cassette vidéo révèle sa supercherie et non son innocence. J'aimerais lui casser la figure. Il n'a aucun remords. Pour faire une chose pareille, et ne même pas avoir de remords, il faut vraiment être dérangé. C'est très effrayant. Malgré les preuves médico-légales, Kevin Dowling continue de clamer son innocence, mais il est reconnu coupable de meurtre avec préméditation et condamné à la peine capitale. Sa femme, Joanne,
affirme n'avoir rien su de la vie secrète de son mari et trouve que la peine capitale est une condamnation trop indulgente. Je hais véritablement Kevin Dowling pour tout ce qu'il représente, pour ce qu'il a fait, qui il est. Je le hais au-delà des mots. Cette histoire de cassette de pêche est vraiment mémorable. Comment a-t-il pu croire que personne ne se rendrait compte de la falsification? La technologie permet aujourd'hui de démasquer ce genre de supercherie. Qu'il y ait un mobile, c'est une chose, mais prouver la culpabilité de quelqu'un, c'est plus difficile. Et la médecine légale nous a fourni les preuves nécessaires. Ils n'ont jamais retrouvé l'arme du crime. Et c'est étonnant de voir ce qu'ils arrivent à trouver par ailleurs. Sans cela, il y aurait beaucoup de coupables en liberté. C'est ironique, bien sûr. On parle souvent de criminels cachés dans l'ombre. Là, ce sont les ombres qui ont révélé le criminel. Je vous donne maintenant le fin mot de cette terrible histoire. En 1996, un hold-up se déroule dans la galerie de Jennifer Myers à West Manchester. Un inconnu vole la caisse, agresse la jeune femme, tente de la violer tout en lui expliquant qu'il vient d'être libéré de prison. 4 mois après les faits, Jennifer reconnaît son agresseur. Il travaille dans une station-service de la ville voisine. Elle prévient la police. Kevin Dowling est arrêté et accusé de vol, d'attentat à la pudeur et de tentative de viol. Mis en liberté sous caution, dans l'attente d'un procès. Il n'ignore pas que le témoignage de sa victime risque de l'envoyer de nombreuses années derrière les barreaux. Pour éviter sa condamnation, il décide de la supprimer et de se constituer un alibi en se filmant pendant une partie de pêche. Démasqué, Dowling est jugé et condamné à une peine de 18 ans de prison pour sa première agression, puis à la peine de mort pour le meurtre de Jennifer Myers. Il a été exécuté par injection létale le 27 février 2007, après avoir purgé 9 ans de détention. Certains reporters courageux n'hésitent pas à payer de leur personne pour mener à bien des enquêtes difficiles. Au moins 10 d'entre eux perdent ainsi la vie chaque année. Dans l'affaire qui nous intéresse maintenant, nous allons voir comment une journaliste allemande est devenue victime, puis militante d'une cause sur laquelle elle était venue enquêter quelques années plus tôt. En septembre 1993, Uwe Wilhelm Rakebrand et son épouse prennent l'avion depuis l'Allemagne pour passer leur lune de miel en Floride. Ils louent une voiture pour effectuer le court trajet qui les sépare de leur hôtel. Les 2 touristes allemands se trouvent à moins de 5 minutes de l'aéroport. À peine le temps de lire les conseils de sécurité destinés aux touristes lorsqu'ils se retrouvent victimes à leur tour. Une camionnette surgit derrière eux et percute leur voiture. Le couple sait qu'il ne s'agit pas d'un accident, mais d'une ruse qu'emploient les pirates de la route pour obliger les conducteurs à s'arrêter. Ils percutent les voitures pour les dévaliser, mais les Rakebrand agissent selon les recommandations et ne s'arrêtent pas. C'est alors que le tireur arrive à leur hauteur et tire un seul et unique coup de feu. Uwe Wilhelm, âgé de 33 ans, meurt sur le coup. Catherine, son épouse de 27 ans, est indemne. À la fin de l'année, on compte 8 meurtres de touristes dans le sud de la Floride. Des centaines d'autres ont été dévalisés et beaucoup plus ont été grièvement blessés. Les touristes sont des proies faciles. Il est impossible de changer le comportement des gens. Les touristes regardent les panneaux dans la rue quand ils se perdent, ils consultent les plans, ils ont des appareils photo en bandoulière, des bagages sur la banquette arrière. Tout cela fait qu'ils sont faciles à repérer, surtout aux alentours de l'aéroport. De plus, ils possèdent tout ce qui attire les voleurs. Appareils photo, bijoux, caméscopes, ordinateurs portables, et ils ont généralement beaucoup d'argent liquide sur eux. Helga Lust, une journaliste, relate ses agressions envers les touristes pour une chaîne de télévision allemande. Je travaillais sur un reportage qui avait pour sujet la vague de criminalité qui s'abattait sur les États-Unis, et en particulier les agressions visant les touristes en Floride. Dans ce reportage, nous avons donné des conseils de sécurité aux touristes allemands qui devaient se rendre aux États-Unis.
Helga et sa mère avaient prévu de passer des vacances en Floride avant que ne commence la vague de violence. Nous avons décidé de maintenir notre voyage à Miami et dans les Keys, parce qu'il ne devait durer que 4 jours. Et surtout, parce que je venais de faire ce reportage donnant des conseils de sécurité et je me sentais particulièrement bien informée sur le sujet. Leur séjour est reposant et se déroule sans heurts. On ne peut pas dire la même chose de leur retour à l'aéroport. Elles se perdent en cherchant l'agence de location de voitures de l'aéroport. Helga prend une rue transversale pour faire demi-tour. Elle remarque rapidement qu'on la suit. L'homme brise la vitre, arrête la voiture de force, débranche le klaxon et agresse les 2 femmes. Ma mère a dit « Prenez tout ce que vous voulez, mais ne nous faites pas de mal. » Le passager de leur voiture a dit « La ferme, on va vous tuer. » Les 2 agresseurs se relayaient pour me frapper à travers la vitre. Et mes forces m'abandonnaient davantage à chaque coup que je prenais. Les agresseurs essaient à tout prix de s'emparer des clés de la voiture. J'ai réussi à leur donner quelques coups. Helga parvient enfin à faire repartir la voiture. Pour tenter de l'arrêter, son agresseur la mord au bras. J'ai heurté le conducteur de leur voiture avec l'avant de la nôtre. Au bout de quelques mètres, l'homme est contraint de lâcher prise. J'avais de graves blessures à la tête, au cou, au dos, une luxation de la mâchoire, et j'ai perdu pour toujours toute sensibilité du côté gauche de mon visage. La morsure que j'avais au bras était très douloureuse. La morsure est si profonde qu'elle atteint le muscle. Même les animaux ne font pas de choses pareilles. Les animaux n'agissent pas comme il l'a fait. C'est inutile. Avait-il vraiment besoin de frapper cette jeune femme, la tuant presque et la laissant marquer à vie? Avait-il besoin de la mordre et de détruire sa vie? Helga décrit ses agresseurs. 2 hommes âgés de 25 ans environ. Ils conduisaient une grosse voiture sombre aux vitres teintées. La plupart des agressions se déroulent en moins de 2 minutes. Une collision, un vol, une agression, et tout cela se passe en quelques secondes seulement. Le carjacking, ou le vol de voitures avec violence, est un phénomène de délinquance particulièrement traumatisant. Il consiste à braquer un conducteur, notamment stoppé à un feu rouge. Les voleurs étant le plus souvent à pied ou à moto. Chaque année, il se vole en France environ 300 000 voitures, dont la plupart ne sont jamais retrouvées. Confrontés à des systèmes de protection embarqués toujours plus performants, les voleurs doivent trouver de nouvelles solutions. C'est pourquoi nombre d'entre eux s'adonnent aujourd'hui au carjacking. Alors les grosses berlines sont dédiées à la revente des pièces ou sont utilisées pour des braquages. Les petits modèles sont quant à eux écoulés en dehors de nos frontières. Aux États-Unis, entre 1992 et 1996, 49 000 automobilistes ont été victimes d'attaques violentes, notamment en Floride. Dans la moitié des cas, les gangsters sont parvenus à leur fin, après avoir molesté les passagers. Dans notre affaire, il est vraisemblable que l'argent liquide, les bagages et les objets de valeur des touristes allemandes intéressaient davantage les gangsters que le vol de leur voiture de location. L'enquête est confiée à 2 inspecteurs chevronnés, Bassam Fadel et Laura Lefebvre, de la brigade anticriminalité de Hialeah en Floride. Cette agression a eu lieu à environ 10 pâtés de maison de l'aéroport, dans un quartier d'Hialeah à la fois résidentiel et commerçant. Ce quartier se situe à côté de Lejeune Road, la seule route d'accès à l'aéroport. Les malfaiteurs attendent souvent leurs victimes ici. C'est l'artère principale. Il est très facile de se cacher et de suivre quelqu'un. La route est directe pour entrer ou sortir de l'aéroport de Miami. Ce sont des chasseurs à la recherche de proies. Les victimes pourraient être votre famille, vos voisins. Je suis sûr qu'après l'avoir choisi pour cible et pendant qu'il la suivait, il décidait de la marche à suivre et du moment propice.
À l'époque, il est facile de reconnaître les voitures de location à leurs autocollants et à leurs plaques d'immatriculation, commençant par la lettre Y ou Z. Malgré l'augmentation des agressions visant les touristes, le taux de criminalité globale du sud de la Floride est en baisse par rapport à l'année précédente. Cependant, le traitement médiatique de ces agressions ne reste pas sans effet. Presque tous les jours, des touristes étaient dévalisés à Miami. La ville avait la réputation d'être violente et les gens ne voulaient pas y revenir. Les gouvernements européens déconseillent fortement de se rendre en Floride et les réservations d'hôtels chutent de 25%. Il est extrêmement difficile de mettre un terme à cette vague de criminalité. Bien souvent, les victimes ne souhaitent pas revenir en Floride pour les audiences et les procès. Dans ces conditions, les malfaiteurs restent libres de recommencer. La plupart des agressions sont des vols précédés d'une collision laissant peu de preuves médico-légales. Mais la tentative de vol dont est victime Helga est d'une violence inhabituelle. Elle avait une morsure sur le haut du bras qui était plutôt nette. J'avais une certaine expérience dans le domaine des violences sexuelles et je savais qu'ils étaient en train de développer des méthodes de comparaison. L'endroit le plus approprié pour traiter ce cas était le laboratoire photo du centre médico-légal. Elle a très bien fait de s'occuper immédiatement de la trace de morsure avant que la victime ne parte ou se fasse soigner. Des points de suture ou d'autres soins auraient pu changer l'aspect de la morsure. Helga accepte qu'un photographe de la police scientifique prenne des clichés de la blessure. Une simple photo ne suffit pas. Il faut mesurer la blessure, bien la situer sur le corps et la décrire avec précision. Il faut agir le plus vite possible. Ce genre de blessure évolue très vite. La peau se décolore, des ecchymoses apparaissent. Le protocole médico-légal impose l'utilisation d'une règle sur chaque cliché afin d'indiquer l'échelle. On utilise une échelle à 2 bras. Les 3 cercles nous permettent de nous assurer que l'appareil photo est perpendiculaire au sujet et il nous donne également l'échelle. Nous utilisons le flash et nous l'orientons de façon à faire ressortir le relief de la peau. Les photographes de la police scientifique prennent des clichés sous différentes sources lumineuses, en lumière naturelle, ultraviolette, infrarouge et fluorescente. On obtient ainsi des détails que ne révèle pas la lumière du spectre visible. Les photos fournissent souvent des éléments invisibles à l'œil nu. Mise au service de la criminologie dès la fin du XIXe siècle, la photographie joue un rôle prépondérant dans la recherche d'indices et l'établissement de preuves légales. Utiliser des filtres colorés ou des émulsions sensibles à certaines longueurs d'onde électromagnétiques permet la détection et la mise en évidence de détails invisibles à l'œil nu. Les ultraviolets révèlent certaines empreintes digitales. Le violet permet de rendre plus visibles les traces de sang et les résidus de coups de feu. Les lumières bleues ou vertes révèlent les traces de fibres, d'urine ou de sperme. Les enquêteurs examinent ensuite la voiture de location. Ils espèrent trouver des empreintes digitales. Malheureusement, la météo était contre nous. Il était impossible d'obtenir quoi que ce soit sur l'extérieur du véhicule. La voiture est mouillée parce qu'Helga a traversé un orage sur le chemin de l'aéroport. L'intérieur de la voiture est en plastique grainé et ne fournit aucune empreinte utilisable. Ils n'ont ni empreinte, ni témoin, ni suspect. Helga et sa mère quittent Miami sans savoir si l'affaire sera résolue un jour. 3 semaines après l'agression dont Helga Lust a été victime, on lui demande de revenir en Floride pour regarder toute une série de photos d'identité judiciaire. Elle ne reconnaît pas son agresseur. Les inspecteurs lui montrent ensuite les photos de 6 suspects. Helga a regardé les 6 clichés. Elle regardait très attentivement chaque photo et quand elle est arrivée à celle de Stanley Cornett, elle a immédiatement eu une réaction physique. Quand j'ai vu le visage du prévenu,
J'ai ressenti un mélange d'émotions très étranges. J'étais heureuse de l'avoir reconnu, et en même temps, j'étais terrifiée parce que la dernière fois que j'avais vu ce visage, il était plaqué sur mon bras en train de me mordre jusqu'aux muscles. Stanley Cornett, 24 ans, est un ouvrier d'usine au passé criminel chargé. Comme les attaques visant des touristes ont lieu dans des juridictions distinctes autour de l'aéroport, la police crée une unité spéciale afin que les informations circulent mieux. C'est ainsi que l'inspecteur Lefebvre entend parler pour la première fois de Stanley Cornett. Il a été arrêté quelques jours après l'agression d'Helga pour un fait quasiment similaire. Il est soupçonné d'avoir fait s'arrêter un homme âgé dans une voiture de location avant de tenter de le voler sous la menace d'une arme. Mais il a mal choisi sa victime. Le fils de la victime est un policier de Miami qui habite juste de l'autre côté de la rue. Il a appelé son fils qui est sorti de la maison en courant. La victime résistait et essayait de retenir l'agresseur tout en appelant son fils. L'agresseur lui a alors mordu le bras. La ressemblance entre les deux agressions est frappante, mais Stanley Cornett nie avoir agressé Helga Lust, bien qu'elle l'ait identifiée. J'avais déjà instruit un certain nombre d'affaires semblables, et la grande question était toujours de savoir si l'identification du suspect par la victime allait suffire à convaincre le jury. Et c'est particulièrement vrai quand il s'agit d'un vol qui n'a duré que 20 ou 30 secondes et qu'une seule personne a reconnu l'accusé. Les enquêteurs cherchent alors un moyen de prouver que c'est bien Stanley Cornett qui a mordu le bras de Helga. Ils font appel à l'expert médico-légal qui a permis d'attribuer une trace de morsure au tristement célèbre tueur en série Ted Bundy. Une trace de morsure bien nette permet d'obtenir le schéma dentaire du suspect. On peut savoir par exemple si le suspect a les dents espacées ou s'il a des dents de travers. Ce schéma peut innocenter un suspect ou contribuer à prouver qu'il est bien l'auteur de la morsure. Le docteur Souvron possède des photos de la blessure d'Helga, mais il lui faut les empreintes dentaires de Stanley Cornett afin de procéder à une comparaison. Stanley Cornett refuse de coopérer. Vous ne me toucherez pas. Voilà en substance ce qu'il a dit. Il a été très grossier. Il a dit « Non, vous ne tirerez rien de ma bouche », mis à part des gros mots bien sûr. Ils repartent les mains vides, mais reviennent avec une ordonnance du tribunal autorisant le recours à la force si nécessaire. Il a répété qu'il refusait de coopérer et qu'il n'ouvrirait pas la bouche. Le docteur Souvron a alors apporté un ouvre-bouche qui sert à écarter les mâchoires des cadavres en état de rigidité cadavérique. On le place sur la mâchoire, on l'actionne et rien ne lui résiste. Il peut briser la mâchoire si on oppose trop de résistance. Quand Stanley a vu cet instrument, il a décidé de coopérer et de nous fournir ses empreintes dentaires. C'est ainsi que nous avons obtenu les empreintes dentaires de Stanley Cornett. À partir de ces empreintes, le docteur Souvron réalise des moulages en plâtre qui lui permettent de reproduire la trace de morsure. Les morsures test, dans de la cire ou bien du polystyrène, permettent de savoir quel type de trace laisserait ses dents. Le tranchant des dents de plâtre est ensuite noirci et le schéma dentaire est photocopié sur un transparent afin de permettre une comparaison aisée avec les photographies. Les odontologistes utilisent plusieurs techniques différentes, car il est impossible d'évaluer avec précision l'élasticité de la peau de la victime. Les dents peuvent marquer de façon différente. La peau peut réagir de façon différente. Et quand cette jeune femme a été mordue, elle n'a pas tranquillement laissé cet homme la mordre de toutes ses forces. Il y a eu un mouvement de la mâchoire pendant la morsure. Les dents numéros 24 et 25 ont laissé les marques que montrent ces flèches. Quand la position de la mâchoire a changé, la dent 26 a fait cette marque. Une trace de morsure ne suffit pas à identifier quelqu'un avec certitude. Les experts peuvent uniquement dire si une morsure correspond aux dents d'un individu. Même si c'est le cas, il ne s'agit pas d'une preuve absolue. Mais grâce au moulage, aux empreintes dans la cire, aux transparents et aux photographies très précises, le docteur Souvron identifie sur la morsure 3 dents du bas
légèrement de travers et se chevauchant un peu, ainsi qu'une marque profonde laissée par une dent du haut. Même pour un œil non exercé, il semble que ce soit les dents de Stanley Cornett qui aient laissé la morsure de la photo. Le docteur Souvron est certain de sa conclusion. Ces dents correspondent à la morsure, et aucun élément sur la morsure ne l'écarte des suspects. Les traces de morsure peuvent dans certains cas être déterminantes et mener à l'identification d'un suspect. Ainsi, il y a une trentaine d'années en Irlande, des tueurs de l'IRA n'avaient laissé que peu d'indices quand ils avaient abattu Billy Craig et son père. Quelques douilles et une pomme à moitié mangée. C'est à partir d'une trace de morsure curieuse qu'un dentiste légiste fit un diagnostic remarquable. Notant une déformation de la mâchoire, il annonça que le tueur était grand et maigre, qu'il avait un front haut et sans doute des difficultés respiratoires. Quand un indicateur mena les enquêteurs à un suspect possible, ils furent stupéfaits. La ressemblance entre l'homme et la description faite par le dentiste était étonnante. Un moulage de ses dents déformées comparé aux traces laissées dans la pomme confirma sa culpabilité. Stanley Cornett est inculpé pour tentative de vol et coups et blessures aggravées. Quelle ironie du sort d'avoir fait ce reportage et d'avoir donné des conseils de sécurité, puis d'aller soi-même en Floride et de se retrouver dans les statistiques criminelles. Même si l'on croit avoir tout en main pour se protéger, tout peut arriver si l'on se retrouve au mauvais endroit au mauvais moment. Alors que le procès concernant la brutale agression d'Helga Lust approche, Stanley Cornett déclare qu'il a un alibi, car il se trouvait sur son lieu de travail à l'heure du délit. Sa carte de pointage montre qu'il était effectivement sur son lieu de travail ce jour-là. Mais les collègues de Stanley Cornett disent qu'il ne pointe pas toujours lorsqu'il sort pour une pause. Or, il travaille à 10 minutes seulement de l'endroit où Helga a été agressée. Son chef se souvient de ce jour en particulier. Stanley Cornett est parti sans jamais revenir. Il est renvoyé pour cette raison peu après. Son alibi part donc en fumée. C'est vraiment incroyable qu'un homme puisse pointer et aller au travail comme tout le monde le matin, puis quitter son lieu de travail pendant une pause pour commettre une telle agression contre une touriste. Mais c'est exactement ce que Stanley Cornett a fait. Grâce à différentes manœuvres procédurales, Stanley Cornett ne cesse de faire repousser son procès. Si la victime ne veut pas coopérer, je ne peux plus rien faire. Les malfaiteurs comptent là-dessus. C'est pour cette raison qu'ils s'en prennent aux touristes. Mais cette fois, ils ont mal choisi leur victime. Stanley Cornett pensait qu'Helga finirait bien par abandonner. Il a sous-estimé Helga Lust. Elle n'a jamais renoncé. Elle venait spécialement en avion pour être présente à chaque date de procès. Lors du procès, Helga identifie à nouveau Stanley Cornett comme l'homme qui l'a agressé. Me retrouver face à Stanley Cornett au tribunal a été l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais eu à faire. Pendant tout mon témoignage, l'accusé avait un petit sourire en coin. J'ai fait de gros efforts pour ne pas faire attention à lui et pour me concentrer sur le procureur, le jury, le juge et ceux qui étaient là pour représenter la justice. Les clichés très précis de la trace de morsure pris par un photographe qualifié de la police scientifique, avec les moulages des dents de Stanley Cornett, ont joué un rôle décisif pour convaincre le jury. Stanley Cornett est jugé coupable de tentative de vol et de coups et blessures aggravées. Étant récidiviste, il est condamné à la prison à vie. Dans un cas comme celui-ci, je demande aux enquêteurs de ne pas dire aux prévenus qu'ils sont en possession d'une trace de morsure, parce qu'ils risquent de faire modifier sa dentition. Cela m'est arrivé il y a 2 semaines. J'ai vu que l'accusé s'était fait arracher toutes les dents de devant, en haut et en bas, en prison. Il a dit qu'il avait mal aux dents et ils les ont arrachées. J'étais procureur à ce moment-là, et c'était relativement nouveau pour moi. Alors imaginez ce que c'était pour le jury. Il n'avait certainement jamais entendu parler de preuves obtenues à partir d'une trace de morsure. Je pense que la trace de morsure a été la clé de ce procès. C'est ce qui a fait pencher la balance en défaveur de Stanley Cornett.
Au moins pour le jury, à mon avis. C'était vraiment notre pièce maîtresse. Le complice de Stanley Cornett n'a jamais été identifié. Vers la fin de l'année 1993, les agressions de touristes dans le sud de la Floride cessent. Mais pour quelle raison? La police surveille davantage les alentours des agences de location de voitures. Les agences retirent leurs autocollants des voitures et cessent d'utiliser des plaques d'immatriculation facilement identifiables. Suite à l'épreuve qu'elle a traversée, Helga crée une association d'aide aux victimes du nom de Witness Justice. Elle peut les comprendre beaucoup mieux que ne le ferait un officier de police. Elle est capable de les soutenir. Elle peut être leur voix quand parfois ils n'ont plus la force de parler. Ce sont peut-être des gens comme Helga qui feront que davantage de victimes reviendront au tribunal afin d'obtenir des condamnations. Oh, certes, Stanley Cornett a été condamné à purger une peine de prison à vie. Mais Helga Lust a payé au prix fort l'agression dont elle a été victime. Cornett lui a brisé la mâchoire, lui a cassé des côtes, lui a perforé un poumon. Avant de lâcher prise, il lui a également mordu le biceps gauche avec une telle violence que la marque de ses dents est restée imprimée sur l'humérus. Pendant des années, Helga a souffert d'atroces douleurs, l'empêchant de dormir et de manger normalement. Incapable de travailler, elle a dû renoncer à la fonction de productrice qu'elle occupait dans une importante chaîne de télévision. Devenue alcoolique, elle a même envisagé de mettre fin à ses jours. Mais fort heureusement, sa volonté a triomphé. Elle a trouvé dans la course à pied, et la course à pied intensive, un exutoire à sa souffrance. Elle est parvenue en 1997 à parcourir les 42 km 195 d'un marathon. 5 ans plus tard, avec l'aide de son mari, Helga Lust a créé une association, Justice Witness, dont le but est de soutenir les survivants des agressions et de les assister dans leur démarche pénale. Cette émission est maintenant terminée, merci de l'avoir suivie. Je vous donne rendez-vous sur cette antenne pour un nouvel épisode des Enquêtes Impossibles.